Donc, bonjour à tous, merci d'être présents aujourd'hui pour assister à la présentation de mes travaux. Donc, je suis Léandra Herret, je suis en deuxième année de thèse CIFRE en collaboration avec le site d'Angoulême-Ruel de Naval Group et l'Institut Péprime à Poitiers. Et je vais vous parler de la réutilisation de l'Inconel 625 pour le procédé de fabrication additive par fusion laser sur lit de poudre pour la production de pièces navales. Je vous rassure, le titre est long, mais je vais essayer de faire en sorte que vous compreniez par la suite. Ma présentation va être découpée en trois parties. Tout d'abord, je vais vous présenter ce que c'est que la fabrication additive, donc la technologie que j'utilise. Je vais vous présenter les résultats que j'ai accumulés au cours de ma première année de thèse. Et enfin, je conclurai et vous ferai part des perspectives que j'ai à ce jour. Mais tout d'abord, commençons avec un peu d'histoire. Il faut savoir que les prémices des technologies d'ajout de matière couche par couche datent des années 1860 avec la photosculpture de M. Willem et la topographie de M. Blanter. Le premier permettait de reproduire des objets en 3 dimensions, un objet central à partir de photos prises à 360 degrés autour de l'objet placé au centre, comme vous pouvez voir sur la figure à gauche. Et le deuxième, lui, permettait de créer les premiers moules des cartes à relief, comme vous pouvez voir avec le principe qui est présenté juste à droite. Presque un siècle plus tard, c'est l'avènement du prototypage rapide. Alors, comme son nom l'indique, c'est une reproduction test à échelle plus ou moins réduite d'un objet de manière très rapide. Et la norme rappelle que historiquement, le prototypage rapide, c'était la première application commerciale importante de la fabrication additive. C'est pour cela qu'au début, on a commencé à la retrouver sous ce terme-là. Le développement s'est accéléré à partir de l'année 1984 avec les premiers brevets qui ont été déposés, et notamment celui d'un homme qui est considéré aujourd'hui comme le père de la fabrication additive, c'est l'américain Charles Hull, et son brevet sur la stéréolithographie, qui est un procédé de fabrication additive. Mais jusqu'au début des années 90, c'était simplement des procédés qui utilisaient des polymères qui avaient été développés. Et donc ces années commencent à marquer le développement des procédés utilisant désormais des matériaux métalliques. C'est des procédés qui ont permis de fabriquer les premières pièces fonctionnelles à partir des années 2000, des pièces qui vont intéresser à partir des années 2010 les domaines à valeur ajoutée comme l'aéronautique, l'aérospatial, le médical ou le domaine naval. Mais en soi, ce terme, qu'est-ce que ça veut dire ? C'est un terme général qui est employé pour désigner l'ensemble des technologies qui vont avoir pour principe d'ajouter de la matière successivement, couche par couche, afin de reproduire un objet en 3 dimensions à partir d'un modèle numérique. Mais il y a eu des dizaines de procédés qui ont été inventés. Donc pour y voir plus clair, on a 7 familles qui ont été définies par la norme. Et parmi ces 7 familles, moi, il y en a une qui m'intéresse aujourd'hui, c'est la fusion laser sur lit de poudre. Et un procédé en particulier, c'est la fusion laser sur lit de poudre métallique. Le principe est relativement simple. On a un plateau sur lequel on vient déposer une couche de poudre, une fine couche de poudre. On a un laser qui vient fusionner localement, selon les zones sélectionnées, notre lit de poudre. Une fois le lasage fini, le plateau s'abaisse, une nouvelle couche est déposée, le laser revient fusionner les zones d'intérêt. Et ces étapes se répètent ainsi de suite jusqu'à ce qu'on obtienne notre pièce en 3 dimensions au final. Mais pourquoi choisir ce procédé-là ? Nous, c'est parce que ça nous permet d'avoir des pièces avec des géométries complexes, notamment avec des canaux internes ou encore des tubulures. On va également pouvoir optimiser les masses et les volumes et même parfois le nombre d'étapes d'assemblage, puisqu'au lieu de devoir produire plusieurs pièces, on peut des fois les faire en un seul bloc. On va également avoir des pièces qui sont dites near net shape, c'est-à-dire que leur état final en fin de production a les dimensions et les états de surface qui sont proches de l'état final recherché. Et enfin, on va pouvoir réutiliser la poudre qui est non fusionnée, et moi, c'est ce dernier avantage qui m'intéresse. Donc ça me permet donc de faire la transition avec la première étude que j'ai mise en place, qui est celle de réutiliser l'Inconel 625. C'est un super alliage base nickel. Donc là, à gauche, vous avez une micrographie. Donc c'est avec un outil spécifique. Ça vous montre l'une des poudres que j'analyse pendant mes travaux. Donc c'est un super alliage base nickel qui a un intérêt qui est accru en raison des excellentes propriétés mécaniques à haute température, mais également de son excellente résistance à la corrosion, qui est plutôt avantageux dans le domaine naval.
Et nous, notre poudre, elle est fabriquée d'une certaine manière. Donc le procédé s'appelle l'atomisation par gaz. On vient faire fondre une matière en haut d'une tour qui va s'écouler au travers d'une buse. Et à la sortie de cette buse, il y a des jets de gaz qui vont venir vaporiser la matière. Ça va créer des gouttelettes qui, en refroidissant, vont former les particules que vous avez vues précédemment. Donc réutiliser la poudre, donc je vous parlais avant qu'avec ce procédé-là, on pouvait le faire, mais donc c'est une idée qui a commencé de plus en plus à s'installer dans les méthodes de production. Pourquoi pas la réemployer plutôt que la traiter comme un déchet? Et nous, on a 4 raisons qui nous ont motivés à Naval Group. La première, c'est la santé et la sécurité au travail. Pourquoi? Dans l'Inconel 625, j'ai du nickel, du chrome et du cobalt. C'est 3 éléments qui sont cancérigènes, mutagènes, reprotoxiques. Donc on a une poudre qui est toxique et donc notamment grâce à la machine surtout qu'on a qui permet d'avoir un circuit fermé, on va limiter les étapes d'échange et de contact de nos opérateurs avec cette poudre-là et limiter les étapes de manutention. Le deuxième point est l'environnemental. Donc je vous ai précédemment, on a une poudre qui est toxique. On a aussi l'atomisation gaz qui est un procédé très énergivore pour un rendement relativement faible. Et en réutilisant nos poudres, on va pouvoir limiter le gaspillage de nos ressources. Le troisième point, c'est le gain de temps. Ça va être principalement au niveau du nombre d'étapes de fabrication, parce que je vous disais qu'on a une machine nous, qui est en circuit fermé. Il faut savoir que pour utiliser notre machine et limiter les risques d'oxydation de la matière, on va inerter notre machine et dès que la production est finie, la désinerter. Donc en fait, c'est un gaz qu'on envoie pour avoir une certaine atmosphère pendant les fabrications. C'est des étapes qui sont très chronophages. Donc le fait de pouvoir réutiliser un circuit fermé comme ça, on va diminuer le nombre de ces étapes. Et enfin, le dernier point, et pas des moindres, c'est la diminution des coûts, principalement au niveau de la gestion des déchets, parce qu'on a une poudre qui est toxique, donc on doit faire appel à des prestataires qui sont très onéreux, avec des démarches relativement lourdes. Et également, l'Inconel 625 est très cher à l'achat. Donc si on peut la réutiliser, on diminue les quantités de poudre neuve à acheter. Il y a des articles qui commencent petit à petit à essayer de quantifier le gain pécuniaire qu'on va avoir sur cette technologie, et l'un d'eux dit qu'au-delà de 15 réutilisations, on pourrait diminuer jusqu'à 92% le coût de réutilisation de cette poudre. Ça reste des chiffres à confirmer et surtout à adapter suivant des stratégies industrielles. Donc nous, cette idée, ça fait une bonne grosse dizaine d'années que maintenant elle prend de l'ampleur. Il y a de nombreux articles qui commencent à être publiés sur de nombreux matériaux, mais relativement peu sur l'Inconel 625 et encore moins pour la stratégie que nous utilisons à Naval Group. En effet, nous, on cherche à réutiliser de manière optimisée la poudre non fusionnée et en circuit fermé. Donc, grâce à notre machine, en fait, elle est munie d'un système d'aspiration de la poudre et donc de réutilisation automatisée. Et on va également devoir suivre la dégradation de la poudre au fur et à mesure qu'on va l'utiliser. Pour ça, il y a des indicateurs qui sont utilisés et dans la littérature et les normes, on retrouve ce qu'on appelle le rang de recyclage. C'est ni plus ni moins le nombre de fabrications qui vont être faites avec cette même poudre. Nous, on n'est pas d'accord avec ce rang-là parce qu'on estime qu'il n'est pas assez représentatif de la réalité de ce que subit réellement la poudre. Donc on en a développé un qui est le taux d'utilisation. En fait, il va prendre en compte la masse de poudre qui a été non fusionnée pendant notre fabrication et la masse de poudre restante totale qu'on va pouvoir réutiliser en suivant. De cette manière-là, indirectement, on peut prendre en compte le volume réellement fusionné pour chacun des plateaux, que le plateau soit différent entre le premier ou le dernier. Et donc on va avoir un suivi un peu plus réaliste de ce que va subir la poudre au fur et à mesure. Il faut savoir que mes travaux de thèse s'inscrivent dans une qualification du procédé pour ce matériau-là, puisque c'est un procédé spécial pour Naval Group. Donc il y a des productions de plateaux, il y a eu des analyses de poudre et de matières imprimées, et également des essais mécaniques sur lesquels je peux baser mes travaux. Et j'arrive plus à changer de mon côté. Super. Donc les objectifs de mes travaux ils sont multiples. Le premier, c'est d'enrichir la littérature. Comme je vous ai précédemment, il y en a peu sur l'Inconel 625 et encore moins sur la stratégie employée. D'enrichir également nos référentiels normatifs internes et aussi de répondre à de nombreuses questions techniques. Alors là, il y en a plusieurs qui sont listées. Si jamais vous voulez les retrouver, elles sont dans mon mémoire. Mais moi, il y en a deux qui m'intéressent en particulier. C'est l'évaluation de la dégradation des caractéristiques de mes particules et l'effet que cette dégradation-là va avoir sur la qualité de mes pièces, exemple de traitement thermique.
Parce qu'en fait, réutiliser, c'est bien, on a les moyens pour le faire. En fait, il faut comprendre que quand on produit, on crée un environnement complexe avec des interactions entre le laser et notre lit de poudre. Donc on va avoir notamment la création de fumée à chaque fabrication. On va également avoir des projections de matière, ce qu'on appelle en anglais des powder spatters ou des scories en français. Et en fait, on va avoir une poudre qui va être soumise du coup à de forts gradients thermiques et également à une potentielle contamination ou pollution. Donc l'enjeu, c'est de comprendre comment vont évoluer les propriétés de ma poudre pour également comprendre comment je vais impacter la qualité de mes pièces derrière. Pour ça, j'ai mis en place une étude à trois échelles, l'échelle de la particule, l'échelle du lit de poudre et l'échelle de ma pièce imprimée. Et 3 taux d'utilisation vont être analysés, la poudre neuve pour avoir ma référence, la poudre intermédiaire et la poudre réutilisée au maximum, c'est-à-dire au nombre maximum de plateaux qu'on peut faire actuellement sur site. Et je commence avec la première échelle, et notamment la granulométrie. C'est l'une des premières caractérisations qu'on fait en métallurgie des poudres, parce qu'en fait, l'ensemble des caractéristiques derrière vont découler indirectement de celle-ci. Qu'est-ce que c'est que la granulométrie? En fait, on va utiliser la diffraction d'un laser pour avoir en gros le diamètre des particules qu'on a dans notre échantillon. On va pouvoir notamment avoir des graphiques donc, de proportions volumiques cumulées en fonction du diamètre des particules. En trait plein rouge, vous allez retrouver la poudre neuve. En trait pointillé violette, c'est la poudre réutilisée à un taux intermédiaire. Et en pointillé vert, c'est celle réutilisée au maximum de nos fabrications. Et on voit qu'à partir d'un maximum de réutilisation, on commence à avoir un léger décalage vers des diamètres plus importants. On va aussi pouvoir regarder des valeurs représentatives qu'on obtient à chaque fois qu'on fait ces mesures, et notamment le D10. Alors cette valeur-là, en fait, c'est en gros, on a 10% en volume de notre échantillon qui va avoir un diamètre inférieur ou égal à la valeur que j'obtiens. Si on prend en compte les incertitudes, je vois que pour P2 et PD6, je n'ai pas une différence significative entre mes valeurs. En revanche, toujours en prenant en compte ces incertitudes, je commence également à augmenter ce diamètre représentatif lorsque j'utilise un certain nombre de fois ma poudre. Qu'est-ce que ça nous dit? On a un très léger décalage vers les plus grosses particules. C'est une variation aux alentours de 5%. Alors, par rapport à la littérature, ça va rester non significatif, mais elle est quand même présente. Et on va également avoir une diminution de la proportion des petites particules. Une deuxième caractéristique importante, c'est la morphologie. Donc là, j'ai commencé par observer ma poudre neuve, afin déjà de voir à l'état initial quel type de poudre j'avais. Et je vois que j'ai déjà des premières poudres qui ont des formes différentes de la forme sphérique recherchée, avec des poudres qui vont être fracturées, des poudres qui vont être fritées avec des éléments assez irréguliers, comme on peut voir juste ici, des poudres avec des satellites, c'est ni plus ni moins la Lune autour de la Terre, et également des poudres un peu en forme de cacahuète ou allongées. Alors ces phénomènes-là, vu qu'elle n'a pas encore vu de fabrication, ils pourraient être dus justement à l'atomisation gaz au fur et à mesure En fait, c'est des gouttelettes qui viendraient s'associer pendant la production et créer ces formes irrégulières. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ensuite? J'ai cherché à regarder ma poudre réutilisée au maximum pour voir si j'avais des phénomènes nouveaux qui apparaissaient et aussi si j'augmentais cette proportion de poudre déformée. Et ce que je vois, c'est qu'il semblerait que je n'ai pas de nouveaux phénomènes. Je retrouve les mêmes, les poudres fracturées, les poudres avec les petits satellites allongés ou encore des particules irrégulières. Et en même temps, il ne semble pas que j'augmente leur proportion. Cependant, là, je mets un panneau attention, c'est qu'en fait, la microscopie, qui est la technique que j'utilise là, c'est qualitatif. C'est-à-dire qu'en fait, je ne vais pas pouvoir quantifier avec exactitude et avec une statistique forte l'évolution de ma morphologie au fur et à mesure de mes réutilisations. Ça me sert seulement d'information et également d'aide pour interpréter d'autres résultats. Donc, en observant cette première échelle, je me dis, je commence à un peu dégrader la granulométrie de mes particules, donc je risque en fait de détériorer les caractéristiques de mon lit de poudre. Donc si je passe à la deuxième échelle d'étude, pour observer ça, je vais regarder deux principales caractéristiques. La première, c'est la masse volumique apparente. C'est tout simplement le volume que va occuper ma poudre. Si on prend plutôt la masse pour un volume défini, la masse de poudre que je vais pouvoir mettre dedans. Et je vois que
ma poudre neuve qui est juste ici à gauche et ma poudre réutilisée au maximum qui est en vert à droite, et bien je commençais à augmenter petit à petit la valeur de masse volumique. Donc ça veut dire que je vais commencer à pouvoir, dans un volume défini, ajouter plus de poudre que ce que je pouvais faire à l'état initial. C'est bizarre parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais, puisque je m'attendais à détériorer la densité de mon lit de poudre. Donc j'ai voulu faire une analyse supplémentaire pour voir si j'avais des résultats cohérents. Et il se trouve, donc c'est la masse volumique tapée. Donc en fait là, on a un volume, on vient mettre une certaine quantité de poudre, et en fait on vient donner des coûts sur ce récipient-là, et ça va être le volume, on va venir mesurer le volume minimal occupé. Et en fait, donc pour rappel, ma poudre neuve, c'est la courbe entrée plein qui est rouge. Et là, une nouvelle fois, je vois que j'ai une valeur de masse volumique qui est nettement inférieure pour mon état initial que pour ma poudre réutilisée à un certain niveau. Donc ces augmentations de densité-là, c'était un comportement qui était inverse à mes attentes. Alors comment je peux l'expliquer? On a un état initial qui est juste ici sur l'image de gauche. Si j'augmente le diamètre de mes particules et que je diminue la proportion des plus petites, je vais soit augmenter la quantité des interstices et ou augmenter aussi leur taille. Donc je vais plus me retrouver au cas de l'image centrale. Sans qu'en fait, il semblerait qu'à ce stade-là des réutilisations, j'ai un effet de la morphologie qui viendrait compenser l'effet de la granulométrie. En fait, je ne serai plus dans le cas central, mais je serai dans le cas que vous avez tout à droite, où en fait, l'irrégularité de ma forme viendrait combler les interstices et même améliorer l'empilement au fur et à mesure de mes réutilisations, ce qui ferait que j'améliore la densité de mon lit de poudre. On va également regarder la capacité à l'écoulement parce qu'en fait, il va nous permettre d'avoir une idée sur l'homogénéité du lit de poudre et sa planéité. Donc on va regarder notamment l'indice de Hausner. En fait, c'est un ratio entre des masses volumiques. Donc ça, c'est la masse volumique tapée au nombre de coups maximal que j'ai pu déterminer avec la mesure d'avant. Et le facteur ici, c'est la masse volumique apparente. Et là, je vais voir, toujours pareil, en prenant en compte les incertitudes, que je commence légèrement à diminuer cet indice-là. Or, il faut savoir, plus cet indice-là va être petit, plus ça veut dire que je vais améliorer l'écoulement de ma poudre, et ça va notamment améliorer l'étalabilité et ma mise en couche. Donc c'est pareil, c'était des résultats auxquels on ne s'attendait pas, quand on parle de détérioration de poudre, on ne s'attend pas à améliorer l'étalabilité. Donc pour ça, on va faire un autre essai. En fait, on a une sorte de cellule cylindrique dans laquelle on vient mettre notre poudre, on la fait tourner, et il y a une caméra qui vient analyser l'interface de mon lit de poudre avec l'air. Et à partir de ça, je vais pouvoir tracer l'indice de cohésion en fonction des vitesses de rotation. Et on retrouve des résultats cohérents à ce qu'on avait avec l'indice de Hausner, puisqu'on a la courbe rouge, poudre neuve, et la courbe violette, faiblement réutilisée, qui est au-dessus des deux courbes qui correspondent aux poudres réutilisées au maximum, et cela, quelle que soit la vitesse de rotation. On va donc avoir une amélioration de l'écoulement de notre lit de poudre, et on va conserver une mise en couche homogène. Donc ces résultats-là, finalement, ils nous poussent à dire qu'on ne devrait pas détériorer la qualité de notre matière puisqu'on arrive à conserver un lit de poudre qui est de bonne qualité. Donc pour ça, on va commencer à regarder le taux de porosité maximal selon plusieurs plans. Là, je vous montre notamment selon le plan XZ, et vous avez le schéma juste ici à gauche. Et je vois que je passe d'un pourcentage de 0,8% au maximum à environ 0,2% lorsque je commence à réutiliser ma poudre un certain nombre de fois. Donc je commence en fait à diminuer la quantité de défauts que j'aurai dans ma matière. Mais il faut savoir que la quantité de défauts et leur taille va avoir un impact sur les propriétés mécaniques lors de l'utilisation de ma pièce. Donc pour ça, on peut notamment regarder la résistance à la traction donc des éprouvettes. Et il y a des valeurs, donc vous avez la limite d'élasticité, la contrainte maximale et l'allongement en rupture. On voit qu'à minima, il n'y a pas de diminution de leur valeur lorsqu'on réutilise notre poudre. Elle se stabilise. Donc, il semblerait qu'on arrive à conserver nos propriétés mécaniques en statique de nos pièces. Un dernier résultat intéressant, c'est la rugosité de surface. Là, je vais regarder, donc RA, c'est ma rugosité moyenne, RZ, c'est ma rugosité maximale, et je vois que pour mes deux facteurs, quoi qu'il arrive, j'ai une augmentation significative de ma valeur lorsque j'analyse des pièces qui ont été réutilisées à un niveau maximum. Sauf que cette dégradation de surface, elle ne nous intéresse pas trop,
parce qu'en fait, ça va créer des zones de concentration de contraintes élevées qui vont augmenter le risque d'amorce de fissures lorsque notre pièce peut être sollicitée, notamment en fatigue. Donc du coup, ça reste un facteur qui est quand même à surveiller au fur et à mesure qu'on réutilise. Et surtout qu'on va avoir ça va imposer aussi des coûts de post-traitement industriel derrière pour pouvoir obtenir un état de surface qui est conforme à nos attentes. Et surtout qu'aussi, des fois, il y a des zones, vu qu'on a des formes complexes, on a des zones qui ne sont pas forcément avec un accès très facile pour les méthodes de traitement de surface classiques. Donc pour conclure, à ce stade-là, donc au niveau de réutilisation qu'on atteint aujourd'hui, pour l'échelle des particules, je n'ai pas détérioré significativement les propriétés de mes particules. Et en plus, j'ai même été jusqu'à améliorer la densité de mon lit de poudre et la mise en couche. Donc ça s'observe au niveau de mes pièces, avec une qualité métallographique qui est légèrement améliorée et une conservation des propriétés mécaniques en statique. En revanche, en ce qui concerne les propriétés mécaniques, notamment en fatigue, en dynamique, il faut prendre en compte toujours cette dégradation de la surface et garder en tête que ça engendre des traitements supplémentaires. Mais si je regarde l'ensemble de mes résultats et par rapport à la stratégie qu'on a, on n'a pas de dégradation significative de la qualité de nos pièces avec les réutilisations qu'on fait aujourd'hui. Donc les prochaines étapes que j'aimerais mettre en place, je vous disais précédemment qu'au niveau de la morphologie, pour l'instant, je vous présentais une analyse qui était qualitative. Donc j'ai besoin maintenant d'avoir quelque chose qui va me permettre de quantifier avec un point statistique important. Et c'est ce qu'on peut faire notamment avec la surface spécifique. En plus, c'est très peu présent dans la littérature, donc ça apporterait des données supplémentaires. Il y a également l'analyse d'images, mais ça reste très chronophage parce qu'il faut une certaine quantité d'images pour derrière avoir beaucoup de particules à analyser. Il est intéressant aussi d'observer la microstructure, que ce soit avec ou sans attaque chimique, pour continuer à voir les défauts aussi qu'on a dans la matière, voir si j'augmente la taille de mes grains, si j'ai des changements microstructuraux, et faire des analyses qu'on appelle EBSD, c'est pour voir la cristallographie et la texturation de ma matière. Je vous ai parlé de l'indicateur qui me permet de faire le lien entre le niveau de réutilisation de ma poudre et les caractéristiques de mes pièces et de ma matière. Nous, c'est une certaine formule aujourd'hui, mais on peut retrouver dans la littérature des propositions, des paramètres à prendre en plus, tels que le temps d'exposition de la poudre lorsqu'elle est justement dans cet environnement complexe. Et c'est des résultats qui me permettent d'enclencher ma deuxième étude. Donc c'est un go pour l'étude du rafraîchissement de la poudre réutilisée. En fait, quand on a fait le maximum de nos fabrications, il reste une certaine quantité de poudre réutilisée, mais qui n'est pas suffisante pour faire le plateau suivant. Donc il y a une technique qui est industrielle qui commence un peu à émerger, c'est de venir rajouter de la poudre neuve par-dessus et ensuite enchaîner avec les fabrications derrière. Et donc je vous remercie pour votre attention et je répondrai avec plaisir à vos questions. Et je remercie également ma directrice de thèse. Oui, donc bravo pour l'exposé qui était vraiment très clair. Merci. Vous n'avez pas parlé finalement de savoir si la composition restait vraiment constante, c'est-à-dire si on restait vraiment dans les normes de Lacanel, et si cette technique de réintroduction allait modifier un peu les caractéristiques de corrosion, etc. Merci. Donc, je suis en train de faire actuellement des analyses chimiques. J'ai l'état initial de ma poudre, donc je sais quelle chimie j'ai à l'état neuf. Là, c'est en cours pour avoir avec des niveaux, justement les différents niveaux d'utilisation que je vous ai montrés, pour voir si j'ai une évolution. Parce que typiquement, quand j'ai fait mes observations en microscopie, j'ai vu que dans ma poudre neuve et dans ma poudre réutilisée, j'avais des taches en surface de particules qui pouvaient correspondre à de l'alumine, un oxyde d'aluminium. Mais vu que pareil, je ne peux pas le quantifier là par microscopie, je veux voir si j'ai une évolution majeure, notamment des éléments traces ou de certains éléments présents dans l'alliage.
et voir si justement ça a influencé ou pas. Et pour répondre à votre deuxième question sur la corrosion, là, moi, je traite que des pièces qui sont exemptes de traitement thermique et je m'inscris dans la démarche de qualification du site auquel je suis rattachée. Et nous, les essais de corrosion, ils sont faits sur des pièces, par contre, après traitement thermique, parce que en soi, quoi qu'il arrive, elles seront traitées thermiquement pour être mises en fonction derrière. Mais c'est vrai que ça reste quand même intéressant d'avoir des informations sur les pièces non traitées thermiquement pour aussi pouvoir adapter derrière les traitements qu'on va faire et voir si déjà on a des évolutions majeures à ce niveau-là ou pas, ce qui impliquerait de devoir, ça se trouve, adapter le traitement derrière. Merci. Bravo aussi pour votre exposé. J'ai bien compris la motivation du choix de l'Inconel, la toxicité, le coût, etc. Ceci dit, si vous aviez fait l'étude sur un autre métal, un autre alliage, est-ce que ça aurait été différent, plus facile, plus difficile ? Vous avez notamment dans la littérature beaucoup d'articles sur le titane ou sur des aluminiums, où là par contre on voit notamment le titane qu'on a quand même une nette dégradation. Alors je vais vous donner un nom, c'est Cordova, si vous voulez voir, elle a fait une analyse sur 4 matériaux comme ça, du titane, il y a un Inconel 718 et 2 aluminiums. Et on voit que par contre là on commence à avoir du titane, et en fait le titane notamment avec les problèmes d'oxydation et avec les quantités d'oxygène, et donc du coup si on vient créer une couche d'oxyde à la surface, on vient perturber derrière les échanges thermiques entre nos particules et la fusion, etc. Et là, par contre, on a des résultats qui sont différents sur d'autres matériaux. Après, il faut savoir que là, moi, c'est vrai que ma thèse, elle se base principalement sur une paramétrie, parce qu'en fait, à Naval Group, quand on fait une qualification, c'est pour une paramétrie, une machine et un matériau. Donc, je peux avoir des éléments de comparaison avec la littérature, mais bon, après avec l'Inconel, comme je disais, il y a vraiment très très peu d'articles et c'est des fois avec soit du rafraîchissement déjà de base ou alors avec une stratégie complètement différente. Par exemple, ils retirent la poudre et ils ne sont pas en circuit fermé. Donc je peux avoir des bases d'analyse comme ça ou pour m'aider à savoir si je vois quelque chose, ça peut me donner des pistes pour comprendre. Mais sinon, en gros, pour faire bref, si je prends un autre matériau, j'aurai des comportements totalement différents parce qu'ils n'ont pas forcément la même réactivité à l'environnement de fabrication, ils n'ont pas forcément les mêmes points de fusion, les mêmes propriétés de diffusion, de conduction thermique. À un moment donné, vous avez parlé de présence possible de polluants, de scories, etc. Qu'est-ce que vous en faites de ces... Parce que ceux-là, vous ne voulez pas les récupérer dans la poudre. Donc vous les filtrez, vous faites quoi? Il faut savoir qu'à chaque fois qu'on fabrique, on a en fait, quand notre poudre elle est en circuit fermé, elle passe par un tamis. Donc on a un tamis qui a un certain... au-delà de 63 microns, on récupère toutes les particules qui sont au-dessus. Le problème, c'est qu'on a des fois des formes qui font que ça passe quand même entre les mailles. Sinon, ces scories, en fait, des fois, elles restent dans notre lit de poudre et elles vont justement présenter, c'est un peu pour ça qu'on parle de pollution, parce qu'en fait, elles vont rester, elles vont apparaître sur les productions d'après, et elles vont soit se mettre en surface des pièces, et notamment jouer sur la rugosité. C'est pour ça que c'est l'une de mes hypothèses, en fait, de pourquoi j'ai de la rugosité qui augmente au fur et à mesure, parce que j'ai mes particules qui grossissent, mais j'ai aussi ces scories qui restent présentes. Ça peut être aussi sur le lit de poudre. En fait, ça va créer des zones hétérogènes parce qu'on va avoir des particules de chimie différentes ou de formes différentes. Donc c'est difficile de pouvoir, parce qu'en fait, c'est des projections qui partent comme ça et si elles n'ont pas un diamètre qui va être supérieur à 63 microns, mon tamis ne va pas les récupérer. Et nous, on va pas pouvoir les identifier et les récupérer individuellement dans notre... Donc en fait, elles vont partir dans la production d'après. D'où l'enjeu aussi d'avoir... L'idéal, ça serait de pouvoir poursuivre, de faire encore plus de plateaux, parce que là, j'ai des résultats à un certain niveau de plateau. Le but, ça serait de pouvoir encore aller plus loin, et notamment avec le rafraîchissement, pour voir si on a une surdégradation ou pas, et si justement ces polluants vont avoir un rôle à un moment donné prédominant et vont inverser les tendances que j'observe actuellement. Merci à vous.